Bonjour. Vous souvenez-vous de le tube à décharge d'hydrogène qu'on avait parlé? On avait dit que pour identifier les longueurs d'onde qui étaient émises par l'hydrogène électrisé, on utilisait un réseau. Donc, on avait vu que l'hydrogène excité par un courant électrique va émettre quatre couleurs pures, violet, bleu, en fait deux violets, un turquoise, un rouge. Et on a vu comment, avec un réseau, on peut savoir c'est quoi ces quatre longueurs d'onde-là. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi, comment expliquer ce phénomène? Comment expliquer que l'hydrogène électrisé émet ces quatre couleurs-là et pas d'autres? Pourquoi, par exemple, il n'émet pas du jaune, du vert? Pourquoi ces quatre couleurs-là? Alors, ça, c'est une question qui hantait les physiciens au tournant du 20e siècle. Et il y a un physicien du nom de Niels Bohr, danois, qui qui a développé un modèle de l'atome d'hydrogène qui a fait une petite révolution euh, dans le monde de la physique. Alors, le modèle de Bohr, maintenant on l'appelle le modèle atomique de Bohr. Bien sûr, on va voir, c'est pas le modèle dernier écrit d'un atome. Autrement dit, il y a des modèles plus sophistiqués qui ont vu le jour suite à ça. Mais bon, il faut bien y aller une étape à la fois. Donc, le modèle atomique de Bohr sert à décrire les atomes d'hydrogène de façon simplifiée. Élaboré par Niels Bohr en 1913, tournant du 20e siècle, et ça vient améliorer le modèle de Rutherford atomique que vous avez probablement déjà vu au secondaire. Euh, donc, fondamentalement, euh, on a une espèce de petit modèle planétaire dans lequel on a un noyau avec des protons puis des neutrons, et on a les électrons qui circulent comme en cercle autour du noyau. Donc, c'est ça. On appelle ça grosso modo un modèle planétaire. Et dans le fond, le modèle de Rutherford, puis dans le fond, ici, sur l'orbite, on a les petits électrons qui orbitent. OK? Euh, là, donc, ceci, grosso modo, c'est le modèle de Rutherford. Euh, Niels Bohr, ce qui va venir ajouter par rapport à ça, c'est justement la quantification. Euh, alors, je vais revenir sur ce que je veux dire par quantification dans un moment. Selon ce modèle, l'unique électron de l'atome d'hydrogène, donc là ici on parle d'un atome d'hydrogène, donc un seul proton et un seul électron. Donc l'unique électron de l'atome d'hydrogène tourne sur une orbite circulaire autour du noyau constitué d'un proton immobile. Et là, ce que justement ce que le modèle de Bohr vient rajouter par rapport au modèle de Rutherford, c'est l'idée que seulement certaines orbites sont permises. Euh, donc, il n'y a pas une. Donc, c'est ça donc, il y a une discrétisation des orbites permises. Autrement dit, c'est pas un continuum. Autrement dit, on ne peut pas avoir, mettons, une orbite là, puis une orbite juste un, un nanomètre plus loin, puis une orbite une fraction de nanomètre plus loin, puis l'autre une fraction de nanomètre plus loin. Donc, s'il pouvait avoir des orbites absolument à toutes les positions, à toutes les dimensions, ça serait ce qu'on appelle un continuum. OK? Donc, les, les- donc, il y aurait une infinité finalement de grosseurs possibles pour les orbites. C'est pas ça que pose le modèle de Bohr. Dans le modèle de Bohr, on pose qu'il y a seulement certaines orbites permises. Euh, lesquelles sont permises? C'est celles dont la circonférence est égale à un nombre entier de la longueur d'onde de l'électron. Donc, la longueur d'onde de l'électron, on en a parlé dans la section 5.4, la section sur justement la nature ondulatoire des électrons. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Ça, c'est Louis de Broglie qui a, euh, qui a comme posé la nature ondulatoire des électrons. En fait, lui, il est parti du raisonnement suivant, c'est
Il est parti du fait que Einstein avait découvert l'effet photoélectrique. En fait, il avait prédit l'effet photoélectrique de façon théorique. Et l'effet photoélectrique, ça permet de mettre en évidence que le rayonnement électromagnétique peut avoir un comportement à la fois d'ondes et de particules. Fait que Louis de Broglie, il est parti sur le principe que pourquoi est-ce que ça ne serait pas la même chose pour la matière? Pourquoi est-ce que la matière ne pourrait pas, elle aussi, être soumise à cette dualité onde-particule? Donc, que la matière pourrait, elle aussi, avoir des comportements ondulatoires. Alors, c'est ça qui est. On en a parlé abondamment dans la section 5.4. Mais c'est juste, dans le fond, et là, bon, on a vu que dans le fond, ça dépend. Autrement dit, même une balle de tennis, on peut lui assigner une longueur d'onde. C'est juste que cette longueur d'onde, la masse d'une balle de tennis est tellement grande que la longueur d'onde, sa longueur d'onde est infiniment petite, extrêmement petite, énormément plus petite que la longueur d'onde de la lumière. Ce qui fait en sorte que son comportement ondulatoire, mettons, d'une balle de tennis, peut pas être vraiment mis en évidence expérimentalement. Même chose pour un être humain. Même un être humain, on peut dire qu'effectivement, un être humain a un comportement ondulatoire, mais notre longueur d'onde est comme trop élevée, trop faible pour pouvoir la mettre en évidence. Mais quand on a des objets qui sont extrêmement petits, comme les électrons, alors quand on a une très faible masse, la longueur d'onde devient plus grande, donc elle devient plus significative. Alors, justement, la longueur d'onde de Broglie d'un électron, c'est l'expression suivante. Lambda est égal à H sur P. H, toujours la constante de Planck. Et P, la quantité de mouvement. Alors là, ici, on va prendre MV. Donc ici, dans le fond, dans le modèle de bord, on ne prend pas la quantité de mouvement relativiste de l'électron, on prend vraiment comme la formule classique qui est masse fois vitesse. Donc, en fait, le modèle de bord, c'est un modèle qui est, je dirais, pseudo-quantique et pseudo-classique. C'est comme, en fait, c'est un modèle de transition, disons-le comme ça. C'est comme, mais ça reste, c'est excellent parce que c'est grâce à des modèles comme ça dans l'histoire de la physique qu'on peut progresser. On passe pas direct du coq à l'âne, tu sais. On passe pas direct d'un esprit où tout le monde pense classique, puis là, paf, let's go, 100% quantique. Ça fonctionne pas comme ça, tu sais. Fait que le modèle de Bohr a son importance historique capitale parce que justement, ça a fait une transition entre certaines notions classiques, comme par exemple la quantité de mouvement égale mv, et certaines notions qui sont quantiques, comme la nature ondulatoire de l'électron. Ah oui, en passant, Louis de Broglie, c'est un scientifique français qui a reçu d'ailleurs le prix Nobel en 1929 pour la découverte de la nature ondulatoire des électrons. Mais c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que Louis de Broglie, il s'est posé cette question-là. Pourquoi est-ce que la matière, comme les particules, les électrons par exemple, les protons, n'exhiberaient pas une nature ondulatoire aussi? Et il a commencé à se poser cette question-là quand il était étudiant. Il en a fait sa thèse de doctorat et ça lui a permis d'avoir son doctorat. Et plusieurs années plus tard, ça lui a permis d'avoir un prix Nobel pour ça. Donc, c'était une très bonne réflexion qui s'est faite pendant ses études. Donc, M, c'est la masse de l'électron. Donc, 9,11 fois 10 à la moins 31. C'est la masse. Sa masse, là, je veux dire la masse de l'électron. Ensuite, V, c'est sa vitesse orbitale, donc la vitesse à laquelle il se déplace sur son orbite autour du noyau en mètres par seconde, et H, toujours la constante de Planck. Alors, ça, c'est capital. Les électrons exhibent une nature ondulatoire et on peut mettre ça en évidence grâce à l'expérience de Young, appliquée à des électrons. Donc ça, c'est... on peut, juste un petit rappel, là, on peut appliquer l'expérience de Young à des électrons et ça va exhiber les mêmes comportements que la lumière. Ça va créer de l'interférence constructive, de l'interférence destructive. Donc, c'est la preuve que, effectivement, les électrons peuvent avoir un comportement
ondulatoire. Et à partir de... après ça, on fait une analyse exactement pareille comme on l'a fait dans le module de Young, dans l'expérience de Young. Alors, dans l'expérience de Young, en mesurant la distance entre les franges brillantes, mettons la distance entre deux franges brillantes, on peut savoir c'est quoi, on peut en déduire c'est quoi la fréquence de la lumière et donc sa longueur d'onde. Ben, on fait exactement le même genre d'analyse pour les électrons et ça nous permet de déduire, justement, c'est ce qui permet de déduire cette expression pour la longueur d'onde des électrons, en analysant la figure d'interférence créée par les électrons lorsqu'ils interfèrent, par exemple, en passant à travers deux fentes. Alors, ce que dit, je reviens maintenant au modèle de bord. Ce que dit le modèle de bord, on a dit il y a seulement certaines orbites qui sont permises. Donc ça veut dire que, OK, ici, vous avez votre proton, et là, vous avez un électron qui circule. Fait que là, ça se peut que, mettons, l'orbite, il y a une orbite permise, ce soit, mettons, celle-là. Celle-là, elle est permise. Mais celle-là, oubliez-la. OK? Je donne un exemple, celle-là n'est pas possible. Puis, admettons, la prochaine qui est possible, c'est seulement celle-là. OK? Je donne des exemples fictifs, mais c'est juste pour vous dire, il y a seulement certaines espèces d'autoroutes d'électrons possibles et c'est seulement ici que peuvent circuler les électrons. Ça, c'est selon le modèle de Bohr, je rappelle. Alors, quelles sont les orbites permises? Ce sont celles dont la circonférence est égale à un nombre entier de fois la longueur d'onde de l'électron. Vous avez ici une représentation schématique de ça. Imaginez que l'onde ici en bleu représente l'onde de l'électron. Alors, dans le fond, l'électron va créer, dans son orbite, on va considérer que l'électron, en fait, il va être une onde stationnaire. Ni plus ni moins. L'électron va être une onde stationnaire. Fait que c'est comme une onde stationnaire sur une corde. Si on se rappelle nos notions d'onde stationnaire sur une corde, mettons qu'on a une corde qui est fixée à ses deux extrémités. Ben, la première onde stationnaire possible, c'est celle-là où la corde va vibrer comme ça, paf, 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 en bas comme ça. Ça, c'est le premier mode. Ensuite, le deuxième mode d'onde stationnaire, c'est quand la corde elle va vibrer comme ceci. Donc ça, on se rappelle, on l'a vu en laboratoire. Donc ça, c'est le deuxième mode, etc. Donc, dans les ondes stationnaires sur une corde, il y avait un certain nombre de modes possibles. Puis là, essayez pas d'avoir une onde stationnaire qui faisait, avec une corde fixée aux deux extrémités, qui faisait n'importe quelle forme. Il y avait seulement certaines formes d'ondes stationnaires possibles. La première forme d'onde stationnaire, c'est quand la longueur de la corde est égale à la moitié de la longueur d'onde. La deuxième, c'est quand la longueur de la corde est égale à la longueur d'onde, etc. Donc, il y a seulement certaines longueurs d'onde possibles en fonction de la longueur de la corde. Fait que c'est la même chose pour l'électron. Il faut vraiment voir l'électron ici dans le modèle de Bohr, c'est comme une onde stationnaire. C'est une onde stationnaire, en fait. Fait que, dans le fond, cette onde-là, ici, en bleu, elle ne concorde pas parce qu'elle ne se referme pas sur elle-même. Tandis que celle-ci, quand on parcourt tout le périmètre de la circonférence, le périmètre de l'orbite, voyez-vous, l'onde stationnaire se referme sur elle-même. Donc, une onde stationnaire qui se referme sur elle-même, ici, pour l'électron, c'est l'équivalent pour l'onde sur la corde d'avoir ces deux bouts fixes aux deux extrémités. C'est ça qui permet à l'onde stationnaire d'exister. Donc, ça, c'est possible. Autrement dit, cette onde-là est possible, mais celle-ci n'est pas possible. Elle n'est pas stable. C'est un peu comme dire, si on est dans cette situation-là, l'onde, dans le fond, elle va comme... c'est comme si elle va se réfléchir. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple de l'onde stationnaire ici, ici, l'onde, pourquoi cette onde-là est stable, c'est que, dans le fond, quand l'onde arrive à l'extrémité, elle se réfléchit, puis là, ça donne lieu à l'interférence constructive et ça crée l'onde stationnaire. Mais c'est la même chose ici. Si l'onde se referme sur elle-même, elle va donner l'interférence constructive avec elle-même. Et c'est ça qui va lui permettre d'exister. C'est ça qui va lui permettre de rester stable. Tandis qu'ici, ça ne donnera pas d'interférence constructive avec elle-même. Donc, elle va s'annuler. Elle va pas exister. Elle pourra pas rester. Elle ne pourra pas exister. Donc, si on met ça mathématiquement, ce concept-là ici en équation, ça veut dire que, dans le fond, il faut que la circonférence de
de l'orbite circulaire, 2πr, circonférence d'un cercle, R étant le rayon du cercle, le rayon de l'orbite, il faut que 2πr soit égal à un nombre entier de longueur d'onde, autrement dit. Donc, si on a la circonférence qui est égale à un nombre entier de longueur d'onde, l'onde va se refermer sur elle-même et donc elle va avoir de l'interférence constructive et donc ça va donner lieu à une onde permise. Alors, par exemple, vous avez ici, vous avez 5 longueurs d'onde précisément, donc en ayant 5 oscillations exactement, à ce moment-là, ça se referme sur soi-même. Tandis que si on a 5,5 oscillations, ça ne marche pas. Voyez-vous ici, ça se referme pas sur soi-même. Donc, ça ne va pas faire d'interférence constructive. Donc, c'est une orbite interdite. Alors, n, ici, c'est un entier, donc 1, 2, 3, 4, etc. Ça ne peut pas être égal à 0, c'est un entier à partir de 1, et on l'appelle le nombre quantique principal. Ça, c'est vraiment un terme important. Alors, il y a plusieurs nombres quantiques, en fait, quand on commence à étudier le sujet, et le nombre quantique principal, comme le nom le dit, c'est le plus important. OK, donc, voilà pour ça. Donc, il y a seulement certaines orbites permises et c'est celles où on a des ondes qui se referment sur elles-mêmes. En passant, ne voyez pas imaginez-vous pas que l'électron voyage vraiment comme sur une trajectoire en forme ondulatoire. Faut pas s'imaginer que l'électron comme est sur une trajectoire sinusoïdale. C'est pas ça. La trajectoire électron est bel et bien en forme circulaire dans le modèle de bord. Okay? L'électron est vraiment sur une orbite purement circulaire. Mais c'est comme ça ici, là, la ligne, c'est pas pour dire que l'électron se déplace sur cette ligne-là, la ligne sinusoïdale, c'est vraiment juste pour représenter schématiquement l'électron, sa longueur d'onde. Maintenant, on peut trouver une expression pour la vitesse orbitale de l'électron en combinant la dynamique du mouvement circulaire et la loi de Coulomb. Donc, on peut affirmer que la force d'attraction de Coulomb entre l'électron et le proton agit comme la force centripète. Alors là, ici, il faut se rappeler, on va faire appel à des notions d'électricité magnétisme et de mécanique. Donc, ici, ce qu'il faut se rappeler, ayez toujours en tête votre atome. Donc, vous avez le proton ici, je vais symboliser par P+, et autour, on a un électron qui circule sur une trajectoire circulaire. Okay? Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que l'électron reste en orbite autour du proton? C'est à cause de la force électrique ici. Qui est en fait la force de Coulomb. On a vu ça, vous avez vu ça au tout début de votre cours électricité magnétisme. La force de Coulomb. Alors, la force électrique en deux charges électriques, selon la loi de Coulomb, est donnée par K, la constante K, vous vous en rappelez, la constante de Coulomb, fois la première charge. Donc ici, la première charge, admettons que c'est l'électron. Donc sa charge en valeur absolue, c'est E, la grandeur de la charge, fois la grandeur de la deuxième charge. La deuxième charge, c'est le proton, donc sa charge, c'est aussi E, divisé par la distance au carré. Alors la distance, c'est dans le fond le rayon de l'atome, donc la distance entre le proton et la trajectoire de l'électron. Donc ça, c'est R et au carré. Vous appelez-vous si vous ne vous rappelez pas, revoyez votre livre d'électricité magnétique. La formule, c'était K, Q1, Q2 sur R au carré. Donc K fois la première charge fois la deuxième sur la distance au carré. Ici, on prend la charge d'électron en valeur absolue parce que ce qu'on veut, c'est la grandeur de la force, le module de la force. Donc on veut la valeur positive. Et ce qu'il faut comprendre ici, et là maintenant je fais appel de votre cours de mécanique, c'est qu'on a un mouvement de rotation. Dans un mouvement de rotation, la force qui permet de garder la rotation, qui maintient l'électron en rotation, c'est ce qu'on appelle la force centripète. Là, on a parlé amplement dans le cours de mécanique. Donc, autrement dit, la force électrique, la force de Coulomb ici électrique, d'attraction entre l'électron et le proton, c'est cette force-là qui va jouer le rôle. On se rappelle, la force centripète, c'est pas une nouvelle force, c'est juste un rôle qui est joué par une autre force, une force existante, une ou plusieurs forces. Alors ici, la force électrique, c'est elle qui va jouer le rôle de force centripète. Donc, c'est elle qui va jouer le rôle de maintenir en fait le mouvement de rotation. Et la force qui joue le rôle de force centripète, on peut toujours l'égaler à mv carré sur r. Rappel de mécanique.
À partir d'ici, on peut simplifier un R. Donc, ça va donner K fois E carré sur R est égal à MV carré. Et ensuite, notre but ici, c'est d'isoler la vitesse. Donc, si on l'isole dans l'équation, ça va donner vitesse égale à K fois E carré sur MR. Où K est égal à la constante de Coulomb. Donc, c'est 9 fois 10 à la 9 newton mètre carré par Coulomb carré. Et vous avez la charge élémentaire qui est égale à 1,6 fois 10 à la moins 19 Coulomb. OK. On peut utiliser les trois équations qui précèdent pour trouver l'expression du rayon R des orbites permises. Alors là, autrement dit, on va utiliser d'une part cette équation-ci, l'équation des orbites permises. Deuxièmement, on va utiliser l'équation de la longueur d'onde de De Broglie. En passant, ça s'écrit comme De Broglie, mais en fait, ça se prononce De Broglie. Parce que, en fait, bon, pour faire une histoire courte, Louis de Broglie, en fait, c'est un nom qui est d'origine italienne, di Broglia. Et ils ont comme francisé le nom en De Broglie, mais ils ont gardé une espèce de prononciation plus italienne, donc De Broglie, un peu comme di Broia en Italie. Bref, mais c'est juste pour vous dire, prononcez ceci De Broglie, Louis de Broglie. Et troisièmement, on va utiliser l'équation qu'on a développée ici avec la loi de Coulomb et la force centripète. Et en combinant toutes ces équations-là ensemble, on peut obtenir, dans le fond, on va isoler le rayon de la trajectoire et ça va donner R est égal à N carré fois 1 sur MK fois H sur 2 pi E au carré. Voilà. Donc ça, c'est... je passe les opérations mathématiques. Vous irez voir là, dans votre bouquin. Mais en fait, c'est juste l'algèbre. La physique, on l'avait terminé. C'est les trois équations qu'on a vues. Et après ça, on fait juste de l'algèbre pour aller isoler le rayon. Donc, ceci est le rayon orbital des orbites permises. Le terme entre crochets ici, c'est ce qu'on va appeler le rayon de bord. B-O-H-R, bord. Et il vaut 5,29 fois 10 à la moins 11 mètres. Alors, donc c'est une distance, OK? Alors, la distance que vous avez calculée, si vous faites le calcul entre crochets, parce que c'est juste des constantes, hein, si vous remarquez. Donc, M, la masse de l'électron, K, la constante de Coulomb, H, la constante de Planck, puis E, la charge d'électron. Donc, tout ça, dans le fond, tout ce qui est dans les crochets, c'est des constantes. Vous pouvez le calculer. Alors, ici, je l'ai calculé pour vous, ça fait 5,29 fois 10 à la moins 11 mètres. Alors ça correspond au rayon de l'atome d'hydrogène à son état fondamental. C'est-à-dire lorsque n est égal à 1. Donc, lorsque n est égal à 1, c'est le plus petit rayon orbital possible. Donc, autrement dit, ce que dit le modèle de bord, c'est que lorsque le rayon, en fait, c'est que le plus petite orbite possible de l'électron autour du noyau, autour du proton, la plus petite orbite possible, elle a une dimension de 5,29 fois 10 à la moins 11 mètres. OK? Donc, c'est quand même, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort ce qu'on a fait ici parce que, je ne sais pas si vous remarquez, là, mais on est parti de, bon, une constatation, bon, finalement, une équation assez simple, juste la circonférence du cercle égale un nombre entier de longueur d'onde. Peut-être ce qui est le plus sophistiqué, c'est ceci. La longueur d'onde de l'électron est égale à H sur M fois V. Donc, la longueur d'onde des électrons. Et finalement, on est parti d'une considération à la loi de Coulomb avec la mécanique classique, la formule de l'accélération centripète. Et bingo, on a fait de l'algèbre, on est arrivé à ça. Fait que voyez-vous, on a juste, puis là, on fait juste utiliser des constantes qu'on a déjà démontrées
C'est-à-dire qu'on a déjà introduite la masse d'électrons, la constante de Coulomb, la constante H, la constante de, c'est-à-dire la charge d'électrons. Et juste avec ces constantes-là qu'on connaît déjà, qu'on a déjà introduites, on est capable d'aller chercher le plus petit rayon atomique possible d'un atome d'hydrogène. C'est quand même fort, là. On peut pas dire le contraire. C'est vraiment, vraiment, c'est fascinant, là. Avec un modèle tout simple, avec des équations toutes simples, avec des constantes qu'on connaît déjà, on fait juste les calculer, les mettre ensemble, et bingo, paf, on obtient le rayon en mètres de la plus petite orbite possible pour un électron. C'est fascinant, absolument fascinant. J'adore vraiment ça. Puis non seulement on a trouvé le rayon le plus petit possible, mais après ça, on peut aller s'amuser à calculer les premiers rayons possibles. On peut aller chercher le... Parce que ça, dans le fond, celui-ci, dans le fond, c'est pour n égale 1. On s'entend? Ça, c'est pour n égale 1. C'est pour la première orbite possible. Mais là, après ça, si vous voulez savoir c'est quoi la deuxième orbite possible, aucun problème. Mettez juste 2 ici pour le n et vous allez trouver la deuxième orbite possible. Vous me suivez? Donc, 2 au carré. Fait qu'autrement dit, faites juste cette distance-là fois 4 et vous allez trouver la deuxième orbite, le rayon de la deuxième orbite possible. Ensuite, mettez n égale 3. Alors, vous allez avoir 3 au carré, ça va faire 9 ici. Donc, 9 fois, fois le rayon de bord. Et vous allez trouver la troisième orbite possible. C'est fabuleux, c'est absolument sublime. Alors, maintenant que vous avez trouvé les rayons des orbites permises, l'autre affaire qui est vraiment, vraiment importante de faire, c'est de calculer l'énergie que possède l'électron sur une orbite précise. Ça va être extrêmement utile, je vous dis tout de suite. Donc, l'énergie que possède un électron va être donnée par E est égal à K plus U. Donc, K, c'est l'énergie cinétique de l'électron. Encore une fois, on va prendre la valeur classique, 1,5 mv carré. Et l'énergie potentielle électrique de l'électron, alors là, c'est dans le fond, il faut faire un rappel par rapport à l'énergie potentielle d'un ensemble d'un système de masse ponctuelle. Alors, dans le fond, on avait K fois la première charge, donc la charge d'électron, fois la deuxième charge, divisé par la distance. La distance n'est pas au carré, hein, attention ici. Parce que là, c'est pas la même chose que tout à l'heure. Là, on n'est pas en train de calculer la force de Coulomb comme tout à l'heure. Là, on est en train de calculer l'énergie potentielle de deux charges ponctuelles. Donc, allez voir dans vos bouquins de NYB si vous avez oublié ceci. Donc, ici, le E, on peut le transformer en E carré. Puis le moins apparaît en fait parce que la charge de l'électron était négative, donc ça fait un moins ici. Un moins, c'est caractéristique pour une énergie potentielle quand on a un système lié, donc quand on a deux charges qui s'attirent. Et c'est le cas ici, parce que le proton et l'électron s'attirent, donc c'est effectivement un système lié. C'est logique qu'on ait un signe moins pour l'énergie potentielle électrique. Et là, maintenant, si on combine ces trucs-là, et ici, voyez-vous, on a la vitesse et on va se débarrasser du facteur de vitesse en utilisant ce qu'on avait trouvé à cette étape-ci. Donc, dans le fond, le 1,5 mv carré, on peut le remplacer. Donc, ici, on a mv carré est égal à ceci. Donc, 1,5 mv carré est égal à 1,5 fois ke carré sur r. Alors, à partir de ça, on peut remplacer ça ici. Et là, dans le fond, on va avoir 1,5 ke carré sur r moins ke carré sur r. Donc, au résultat, ça va donner moins K E carré sur 2R. Donc, autrement dit, moins 1,5 K E carré sur R. Donc, cette énergie est négative car le système proton-électron est un système lié, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce qui fait qu'il faut lui... Qu'est-ce que veut dire un système lié? C'est-à-dire qu'il faut lui fournir un petit rappel d'électricité. Un système lié, c'est un système pour lequel il faut fournir l'énergie pour le dissocier. On insère dans cette équation l'expression des rayons orbitaux permis. Donc, autrement dit, l'équation qu'on avait, la superbe équation qu'on avait trouvée ici pour les rayons orbitaux permis.
Alors, on avait trouvé c'est quoi la valeur des rayons. Alors, on va simplement euh, plugger cette expression ici, voyez-vous. Dans le R ici, on va mettre l'expression qu'on a trouvée. Et là, je vous passe les calculs, on fait un peu d'algèbre, mais comme je vous dis, c'est juste de l'algèbre. Donc, je vais aller par-dessus ça. L'important ici, ce que je veux, c'est surtout vous montrer la physique de la chose. Alors, on fait juste rentrer en fait notre R ici et on simplifie. On va obtenir E est égal à. Alors, on va avoir moins 2m sur n au carré, n le nombre quantique principal, fois pi k e carré sur h, et tout ce facteur-là ici est au carré. Donc, en fait, voilà, ça c'est la réponse qu'on obtient. Et là, si on veut, on peut, parce que là-dedans, il y a plein de constantes, pi, k, e, h, tout ça c'est des constantes. Tout ce qui est en parenthèse ici, c'est une constante. Donc, pourquoi ne pas aller calculer la valeur de cette constante-là, une fois pour toutes, ça va être fait, on n'aura pas à la calculer à chaque fois. Et en plus, m aussi, c'est une constante, puis moins 2, c'est une constante aussi. En fait, si vous remarquez, tout ça, c'est des constantes, sauf n. N, c'est le nombre quantique principal, c'est un entier, donc c'est pas une constante à proprement parler. Mais tout le reste ici, c'est des constantes. Donc, calculons la valeur de tout ça, comme ça, on n'aura pas à le calculer à chaque fois. Donc, ça va faire moins 2,18 fois 10 à la moins 18 joules. Vous pouvez calculer vous-même si vous voulez. Vous connaissez toute la valeur de ces constantes-là. Calculez-le. Vous devriez arriver à ça. Et divisé par n carré. Et en passant, cette énergie-là, les énergies des niveaux de l'atome d'hydrogène, souvent on l'exprime en électronvolts. Parce que l'électronvolt, c'est une unité qui est beaucoup plus petite, qui est beaucoup plus appropriée, je dirais, à une échelle microscopique, parce que c'est un électronvolt, ça représente beaucoup moins d'énergie qu'un joule. Parce que vous voyez ici, on est dans l'ordre de moins 10 à 18 joules, donc c'est pas mal gros. Fait que, on peut travailler dans l'ordre des électronvolts, ça va faire moins 13,6 électronvolts si on fait la conversion. C'est juste convertir les joules en électronvolts sur n carré. Bingo! Alors, si on fait le calcul des trois premiers niveaux pour le fun, alors si on met n égale 1, ben n égale 1, ça veut dire 1 au carré, donc moins 13,6 sur 1 au carré, donc ça fait moins 13,6 électronvolts. Donc ça, c'est pour n égale 1. Ensuite, si on met n égale 2, si on met n égale 2, ça va faire 2 au carré, donc moins 13,6 sur 2 au carré, donc sur 4. Ça va donner moins 3,40 électronvolts. Ça, c'est pour n égale 2, le deuxième orbite permise. On peut calculer même un troisième pour se faire plaisir. Alors, pour n égale 3, on va avoir moins 1,51 électronvolts pour n égale 3. Donc, ça, c'est les niveaux d'énergie possibles pour les trois premiers niveaux. Puis, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à calculer les 1000 premiers niveaux en mettant n égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et calculer les niveaux d'énergie pour chacun des niveaux. Alors, ça là, c'est capital. C'est vraiment, 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 je dirais, novateur. Au moment que le modèle de bord sort, là, parce que ça, c'est ça, précisément ça, l'équation des niveaux d'énergie qui va nous permettre d'expliquer ma question du début. Là. Je demandais comment ça se fait que l'atome d'hydrogène émet ces quatre couleurs-là précisément. Pourquoi c'est ces longueurs d'onde-là qui sont émises par l'hydrogène excité, électrisé? Alors, la réponse, elle est, vous ne le savez pas encore, là, mais elle est dans cette expression-là des niveaux d'énergie. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment capital. C'est extrêmement beau, là. Alors, je vais arriver à l'explication, mais juste avant, je voulais prendre une pause. Prochaine vidéo, restez pas loin parce que ça s'en vient l'explication des niveaux d'énergie, des couleurs émises par l'hydrogène. À tout de suite.